Bonjour à tous et merci d'être si nombreux pour entendre parler de Healthy Sexy, puisqu'en fait c'est vraiment un des faits marquants du moment, c'est qu'aujourd'hui la nourriture ne doit pas être seulement saine, elle doit être aussi sexy. Comme le sein devient une aspiration majoritaire, il faut absolument avoir la capacité, non de se restreindre, mais de pouvoir profiter d'une restauration, d'une nourriture équilibrée, tout en étant sexy et jolie à regarder. Alors pour commencer ce petit voyage, j'ai voulu vous montrer Charlotte, qui est le porte-parole d'une enseigne de restauration californienne qui s'appelle Flower Child. Flower Child, c'est l'enfant des fleurs, donc référence au mouvement hippie. Et d'ailleurs, se restaurer chez Flower Child, c'est prendre part à la nouvelle révolution alimentaire, puisqu'on est là pour avoir une nourriture qui est aussi éclairée, puisqu'elle est bonne pour la santé, elle est bonne pour l'environnement, qu'inspirante, puisque Flower Child, c'est aussi adhérer à un mode de vie. Alors, je vous ai mis une petite slide qui va être difficile peut-être pour vous à voir. C'est des extraits un peu du menu et de l'ambiance de Flower Child. Donc, vous voyez donc un décor donc très simple, très un peu comme posé. C'est vraiment l'hédonisme californien où on profite des bonnes choses comme elles passent. Et une nourriture qui, vous le voyez, est très organisée autour du plant-based, puisque le plant-based, c'est aujourd'hui un des bons moyens de faire healthy et sexy. Le recours au végétarisme, on va y revenir, au vegan, au flexitarien, est aujourd'hui une bonne manière de pouvoir adopter un mode de vie sain sans sacrifier le plaisir, la gourmandise et bien sûr le paraître. La carte de Flower Child est donc organisée autour des légumes. Et donc, vous voyez donc à droite une offre mix and match où on a le choix entre assortir pas mal de légumes différents, donc entre de l'asperge grillée, de l'aubergine japonaise épicée ou alors du quinoa mariné, ou encore des brocolis râpés, enfin plein de choses absolument étonnantes. Et ce qui est intéressant, c'est que la protéine est en option. Si vous avez encore envie, vous pouvez ajouter après du poulet, du saumon ou du steak, voire même du tofu. Et donc, on est vraiment dans cette réinvention de l'assiette où on commence par le légume et on ajoute enfin une protéine. Donc, encore une manière de pouvoir s'alimenter de manière tout à fait satisfaisante sans sacrifier, là encore, sur le goût, la saveur et les associations de texture. Alors, Flower Child est une chaîne dont on parle beaucoup aux États-Unis, à plusieurs titres. Elle a été créée par quelqu'un qui s'appelle Sam Fox, qui est un des grands inventeurs de concepts de restauration aux États-Unis. Il en a déjà inventé une bonne vingtaine. Et donc, ils sont implantés dans plusieurs États aux États-Unis. Et donc, il y a également True Food Kitchen, notamment, qui est assez connu. Et Flower Child a fait particulièrement parler d'elle, puisqu'il y a peu de temps, une des grandes enseignes américaines qui s'appelle The Cheesecake Factory a pris des parts chez Flower Child pour pouvoir bénéficier de cette inspiration tout à fait pertinente. Alors, avant de passer au corps de la présentation, donc une petite présentation de bento, puisque la présentation de Catherine était un petit peu succincte. Donc, moi, je m'appelle Anne-Claire Paré, donc elle me vous l'a dit, donc c'est tout à fait vrai. Et donc, je dirige un cabinet de tendance qui s'appelle Bento, et donc il y a 3 métiers. La première, c'est donc tout ce qui est tendance, identification de tendance, safari. Le deuxième, c'est tout ce qui est marketing du food et de la restauration, voir un peu comment on peut dynamiser et évaluer les offres existantes. Et enfin, la troisième est autour de la création de concepts, création d'insights pour innover. La particularité de Bento, pour un cabinet français, c'est qu'on a une paire de lunettes vraiment internationale, parce que même si on a la chance en France d'avoir un patrimoine culinaire hors du commun, il est bien souvent intéressant d'aller voir à l'étranger la manière dont on réinvente, on distribue, on market toutes ces offres pour gagner en percutance et en impact. Alors, revenons donc à nos moutons, si j'ose dire. Donc, quelques drivers, enfin, qu'est-ce qui explique un petit peu donc, cette arrivée massive du healthy sexy sur le marché? En fait, c'est l'arrivée des nouvelles générations Y et Z. Donc, vous avez tous évidemment entendu parler, sinon vous ne seriez pas là. Je pense que quand on s'intéresse un peu au food, à l'avenir, aux tendances, on n'a pas pu louper cette grande vague. Et d'ailleurs, je vois pas mal de générations Y et Z dans la salle. Donc, ça me rassure sur l'intérêt qu'ils portent à l'alimentaire de demain. Et donc, l'arrivée de ces générations, en fait, est marquante à plusieurs titres. D'abord parce qu'en termes de cohorte, c'est un poids très important dans la population, puisque aux États-Unis, la génération Y représente 27% de la population, 24% en Europe.
Et en fait, cette génération Y a pris un peu le pouvoir sur les modes de communication, notamment les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, elle impose un peu sa manière de voir à la planète. Donc c'est la raison pour laquelle souvent, quand on veut faire simple et faire des raccourcis parfois un petit peu audacieux, on se dit que étudier la génération Y, c'est avoir une bonne photo de tout ce qui va se passer dans le monde demain. Alors la génération Z qui arrive après a finalement des comportements assez proches et souvent accentués encore sur les grandes aspérités qu'on va maintenant explorer ensemble. Alors, quelles sont un peu les particularités de cette génération? Cette génération est née avec les crises alimentaires et donc, en fait, a un regard assez différent, en tout cas assez différent de celui des générations précédentes par rapport à l'alimentaire. Pour eux, l'ère de l'abondance va de soi, mais par contre, ils sont nés avec une inquiétude qui les a portés un peu à s'intéresser de façon plus marquée à l'alimentaire, et en tout cas beaucoup plus tôt que pour les générations précédentes. Notamment, aujourd'hui, ils ont un comportement qui est plus foodie. Ils sont plus intéressés par les questions liées à l'alimentation, au sourcing, à la provenance, et donc ce sont des choses assez marquantes. Alors les mots qui leur parlent, c'est d'abord le mot craft, le mot artisan. Et le mot artisan, donc c'est au-delà d'une déclaration, c'est une vraie réalité, puisqu'aux États-Unis, l'ensemble des bières artisanales a aujourd'hui dépassé le leader du marché, Anheuser-Busch. Donc on voit qu'au-delà du simple effet de vague, effet de mode, etc., aujourd'hui, l'engouement pour l'artisanal a un vrai impact sur le marché. On estime, par exemple, à plus de 10% la part des bières artisanales aux États-Unis, donc ce qui représente quand même quelque chose d'assez important. Donc l'artisan, le fait de remettre de l'humanité, donc par rapport à des produits parfois perçus comme trop industriels, est vraiment quelque chose d'important. L'humanité, c'est un petit peu l'imperfection, l'artisanal, et on voit aujourd'hui apparaître en alimentaire ce culte un petit peu du non standardisé qui est une preuve de qualité. Le deuxième mot important, c'est tout ce qui est dégustation. Avant, quand on était restaurateur, il fallait être cuisinier, en fait. L'idée, c'était que c'était vraiment la capacité à accommoder les ingrédients qui faisait vraiment la différence. Aujourd'hui, on voit émerger, et depuis plusieurs années déjà, l'importance du sourcing, l'approvisionnement. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, être un bon restaurateur, un bon chef, au-delà de savoir préparer les ingrédients, c'est aussi savoir les identifier, savoir se rapprocher des producteurs pour avoir les meilleurs. Alors ce culte de la dégustation, ça pousse à l'avènement en fait de formats nouveaux qui permettent de déguster ces fameux ingrédients sur avec attention, sans modification. Donc on est vraiment sur la dégustation d'ingrédients bruts, et donc ce qui favorise l'émergence donc du phénomène des food halls, sur lesquels on va revenir, puisqu'aujourd'hui le food hall, donc une évolution assez marquée par rapport au food court qu'on pouvait connaître, et vraiment le format du moment, avec un nombre de food halls déjà implantés donc à New York et dans pas mal de villes européennes et occidentales très marquées, et qui ne va cesser de s'amplifier dans les prochaines années. Donc le food hall rassemble souvent les artisans de la ville et permet d'avoir accès à une gastronomie de qualité, mais qui est nomade, facile, accessible, à des prix tout à fait abordables. Avec cette dégustation, donc le format food hall s'accompagne de l'émergence des planches de dégustation. C'est-à-dire qu'au-delà du menu classique qui était parfois imposé avant par les restaurateurs, entrée, plat, dessert, on a la possibilité, à travers un choix de petites assiettes, de planches à partager, de pouvoir composer, imaginer complètement librement son repas. Et donc là encore, c'est quelque chose de nouveau qui consacre la prise de parole donc des consommateurs par rapport aux restaurateurs, qui est là pour apporter un peu une plateforme de dégustation. Et donc la capacité du client de pouvoir vraiment se constituer son parcours tout à fait librement. Dans de ce nouveau dictionnaire un peu alimentaire, la notion d'expérience est quelque chose de tout à fait prédominant également. On voit aujourd'hui, donc les millennials notamment, accorder beaucoup d'importance à l'expérience. Et aux États-Unis, une tendanceuse a fait parler d'elle un peu récemment en disant que le toast à l'avocat était en train de tuer l'industrie de l'automobile. Donc c'est un petit peu radical comme affirmation, mais elle rapproche ça du fait que les milléniaux aujourd'hui achètent moins de voitures, la consommation statutaire qui était acheter des choses pour montrer qu'on était devenu adulte, etc., a moins d'importance. On est plutôt attaché à l'usage, donc on n'achète plus de voitures. Mais par contre, quand on va faire des brunchs, on a envie d'avoir des bons produits et donc on est prêt à payer 15$ pour un toast à l'avocat, ce qui peut paraître parfois un peu cher. Et donc c'est pour ça qu'elle dit que le toast à l'avocat, donc cette réallocation des ressources à des choses qui sont plus expérimentales, qui ne sont pas là pour durer, qui ne sont pas des biens mais des sensations, est vraiment un des mots de l'époque et là pour durer.
Alors pour exprimer, illustrer ce point, donc j'avais mis la comparaison entre champagne et prosecco. Le prosecco, alors grâce au phénomène spritz entre autres, a dépassé le champagne dans de nombreux pays aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement, avec le prosecco, on a l'impression de payer pour l'expérience, les bulles, la fête, et plus pour le champagne, et plus l'étiquette, qui était riche en standards et en statuts, et donc qui est totalement remise en cause aujourd'hui par des gens qui réinventent leur système de valeurs. Dans ces dictionnaires un petit peu nouveaux, on a également, évidemment, c'est un peu le cœur de cette conférence, la montée des attitudes santé, donc de l'attention qui est accordée à la santé, qui est en effet un fait marquant donc de ces années actuelles. Alors souvent, mes clients me disent, d'ailleurs à juste titre, oui, c'est bien beau la santé, mais enfin finalement, McDonald's est quand même toujours le restaurateur leader dans beaucoup de pays occidentaux. Donc comment vous expliquez ça? En fait, le truc, c'est que évidemment, on ne change pas une domination comme le burger du jour au lendemain, mais néanmoins, quand on observe le comportement de ces nouvelles cibles de consommation, on voit qu'ils ont une attention beaucoup plus portée à la santé permanente. Les générations précédentes avaient tendance à penser la santé comme une diète. C'est-à-dire qu'on faisait un peu n'importe quoi pendant un mois, puis pendant 15 jours après, on faisait super gaffe. Et donc, on a aujourd'hui une montée de la santé comme un mode de vie dominant qui s'impose à tous les moments de consommation et qui colore même les périodes de lâcher prise. C'est-à-dire qu'on peut lâcher prise, mais après, le lendemain, on va faire un peu attention. Alors, cette attention à la santé donc, se traduit de plusieurs manières. Et la première, c'est que finalement, chacun fait un peu son marché. Donc on est vraiment dans cette époque du consommateur tout à fait autonome. Et donc il choisit un petit peu les chapelles auxquelles ils adhèrent. Et donc on a l'émergence un peu de cette santé de chapelle, où on embrasse une diète comme une religion en espérant qu'elle va faire le mieux pour nous. Alors dans les diètes très tendances, on a évidemment le flexitarien, qui est un des régimes en passe de devenir un petit peu mass market dans pas mal de pays. C'est vrai que le flexitarien, alors je le dis parfois pour la blague, c'est le végétarien pour les nuls. C'est-à-dire que ça permet en fait d'arborer un choix alimentaire et qui quand même reste vivable et pas très contraignant. Enfin un peu quand même. Quand on est flexitarien, on essaie de limiter au maximum sa consommation de viande, mais sans aller jusqu'à la supprimer. Et donc un jour, si on va dans un très bon restaurant ou qu'on est invité chez des amis, on peut tout à fait s'offrir une entrecôte. Donc c'est vraiment un régime à la cool qui permet en effet de pouvoir se revendiquer quelque chose, mais en étant relativement facile d'usage. Et c'est une vraie réalité. Aux États-Unis, il y a presque 2/3 des Américains qui déclarent vouloir réduire leur consommation de viande. En France, il y a 33% des Français qui sont intéressés par ce régime flexitarien. Il y aurait également près de 40% en Grande-Bretagne. Donc on voit que c'est un courant qui est tout à fait marquant aujourd'hui. Alors à côté du flexitarien émergerait plus le vegan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le végétarien qui est un peu pris en tenaille entre le flexitarien cool et le vegan, on va le voir un peu plus violent, finalement, est un peu plus difficile à vivre et on arrive aujourd'hui à privilégier des prises de parole ou des prises d'attitude qui sont plus volontaristes. Donc ce qui émerge, donc encore très minoritaire, mais néanmoins très influent, c'est donc le mouvement vegan. Donc le mouvement vegan refuse toute utilisation donc, de l'animal. Donc on ne consomme évidemment aucune matière animale, mais on ne revêt pas de cuir. Enfin, on a vraiment une attention tout à fait particulière à l'animal. Et aujourd'hui, on voit fleurir dans tous les grands centres urbains des offres véganes, à la fois donc en restauration, en pâtisserie, en boulangerie, et donc quand même aujourd'hui à Paris, donc un concept store, le premier concept store vegan qui a ouvert il y a quelques mois. Alors à côté de cette grande, on va dire cathédrale, qu'on va appeler un peu plant-based, qui est tout l'intérêt pour le légume et le végétal, on a également l'émergence d'autres courants. Donc il y en a un qui s'appelle le raw. Le raw, donc c'est le fait de privilégier une alimentation crue, en tout cas qui est cuite préparée à moins de 42 degrés, donc ce qui permet de lui préserver ses nutriments. Donc ça, c'est un peu compliqué, donc c'est à faire chez soi. Donc c'est vrai que c'est une bonne aubaine pour les restaurateurs, puisque ça demande un matériel et une technique culinaire qui est un peu plus compliquée à maîtriser. Alors j'ai mis l'exemple pour illustrer ce point, donc de 42 Raw, qui est un concept danois, donc implanté à Copenhague, avec déjà 4 établissements, donc un courant qui n'est pas majoritaire, mais qui reste tout de même assez structurant et qui fait partie des chapelles un peu de ce nouvel intérêt pour la santé. Alors on a également la grande vague, on parlait un peu de tsunami, du free from, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on aime
adopté une diète où on supprime un ingrédient. Alors, il faut savoir que supprimer un ingrédient, c'est aussi une manière, là encore, de reprendre le pouvoir sur son alimentation et de se revendiquer un peu différent, éclairé. Alors, il y a beaucoup de free from, il y a eu beaucoup de gluten-free ces dernières années. Et donc, en ce moment, le diable, mais vous le savez tous, c'est le sucre. Le sugar-free, c'est vraiment la diète à la mode. Ça a tous les bénéfices du monde. Ça rend pas plus intelligent, mais apparemment, ça fait maigrir, ça donne meilleur teint, ça augmente la santé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la quête qu'on a sur tous les sucres cachés, etc., il y a matière à faire. Et donc, on voit apparaître donc, des choses assez drôles avec des confiseries free from, donc des choses qui sont un petit peu étonnantes, mais qui sont toujours là, une très très bonne illustration quand même de cette envie de santé gourmande, de santé sans les emmerdes, si j'ose dire, qui caractérise un petit peu l'époque. Alors j'ai passé rapidement sur le paléo, que je n'ai pas mis sur cette slide, parce que le paléo c'est toujours un petit peu le moment un peu marrant, puisque l'idée c'est de s'alimenter comme les chasseurs-cueilleurs. Donc avant la sédentarisation, donc il y a très longtemps, la préhistoire, c'est là que tout a commencé à merder entre guillemets. Donc vous voyez, ça fait un peu de chemin pour retrouver un peu les bonnes orientations. Néanmoins, donc les chasseurs-cueilleurs ne mangeaient aucun produit donc issu de la culture, de l'agriculture, donc pas de blé, pas de gluten, et donc privilégient la viande, les légumes, les fruits à coque. Aucun laitage, bien évidemment. Et c'est là aussi qu'on revoit l'intérêt pour les céréales millénaires, donc qui sont des céréales non cultivées par l'homme et donc qui aujourd'hui sont très très en vogue. Alors maintenant, donc après ce petit tour d'horizon un petit peu des drivers qui font que la santé sexy, c'est aujourd'hui un des courants les plus intéressants en alimentaire. On va maintenant parler un peu des concepts qui gagnent. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu cette photo. Est-ce que quelqu'un voit ce que c'est? Ah, je vois que j'ai réussi à scotcher tous ces experts. Je suis presque flattée quand même, moi, vraiment. Écoutez, alors c'est vrai qu'il a ouvert il y a quelques mois, donc il faut quand même être un peu vigilant. Donc en fait, c'est à Milan. C'est le dernier Starbucks Réserve, donc qui a ouvert, je pense, juste avant les vacances d'été, très récemment, et donc une bonne illustration de cette montée de la santé, puisqu'on va voir que la première famille qui bénéficie vraiment donc de l'engouement pour la santé, ce sont les coffee shops, donc ce que j'ai appelé un peu toutes les choses marron. Et c'est vrai que le café est aujourd'hui un produit qui est tout à fait valorisé, à la fois par son aura culturelle, sa capacité de déclinaison, et donc au côté un peu énergétique et énergisant. Alors en fait, ce qui se passe sur le café, c'est que l'émergence de Starbucks, tout le monde connaît, donc c'était déjà un premier pas, même si on sait tous que le bilan santé du frappuccino n'est quand même pas excellent, clairement, mais c'était cette idée de retourner un peu sur des ingrédients qui étaient plus naturels et en tout cas plus intéressant en termes de discours, de sourcing, etc. Donc on a eu face à l'émergence de Starbucks, donc aujourd'hui on est dans la troisième vague des coffee shops. La première c'était les cafés traditionnels, la deuxième les chaînes comme Starbucks et la troisième donc c'est les nouveaux torréfacteurs indépendants qui sont très très portés sur la santé puisqu'ils refusent un petit peu donc toutes les côtés boissons gourmandes autour du café comme les frappuccinos et les choses un peu trop élaborées et veulent vraiment redonner toute la place à la dégustation de café. Donc on a en général des cartes assez courtes mais une grosse recherche sur le sourcing, la préparation. Donc ces torréfacteurs indépendants, là encore, on retrouve un peu le phénomène de la craft beer. Petit à petit, on commençait à grignoter les chaînes et donc on provoquait des réactions importantes puisque Starbucks, notamment le premier, a élaboré donc le fameux Starbucks Réserve dont je vous parlais. Donc celle de Milan, c'est la troisième dans le monde. La première était à Seattle, la deuxième à Shanghai et la troisième à Milan. Offre sur des milliers de mètres carrés toute une ritualisation autour du café avec des tonnes de la torréfaction sur place, de petites cuvées en série limitée, des tonnes de manières de préparer le café, etc. Mais toujours dans le respect de l'art et dans une approche gourmet qui est aujourd'hui, comme je vous le disais, une bonne façon d'approcher la santé. Alors il est d'ailleurs intéressant de noter que tous ces torréfacteurs indépendants qui ont suscité la réaction de Starbucks, donc je vous ai mis Blue Bottle Coffee, il y a également Intelligentsia, Stumptown, ont tous été rachetés par des majors de l'alimentaire. Donc les majors de l'alimentaire qui sont à la recherche aujourd'hui de caution santé, d'une approche gourmette plus artisanale et donc se sont fait une joie de racheter ces petits faiseurs.
La deuxième, on va dire, famille de concepts qui tire parti donc, de cet engouement pour la santé, c'est bien évidemment la boulangerie. Parce que là encore, avec la boulangerie, on retrouve un produit qui est plus naturel, hein, qui paraît en tout cas plus proche d'un produit simple et sain. Et donc, on voit aujourd'hui donc l'émergence de plusieurs choses. En France, on a l'émergence des boulangeries artisanales. Hein, donc, en 5 ans, on a vu 500 boulangeries artisanales arriver sur le marché. Donc, c'est un phénomène qui est quand même très important. Ça fait longtemps qu'en restauration, on n'avait pas vu ça. Et parallèlement, au niveau mondial, il y a une segmentation de l'offre, puisqu'on voit se développer des boulangeries italiennes, mexicaines, voilà. Et donc, je vous ai mis l'exemple de Princi, donc une petite chaîne italienne qui a été rachetée d'ailleurs par Starbucks il y a 2 ans. Et ce sont les produits Princi, plus gourmets, plus élaborés, plus sains, qui sont vendus dans les Starbucks réserves. Donc, vous voyez, donc, entre café et pain, il y a une affinité assez incontournable. Et le pain est tellement à la mode hein, aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui se développer une gastronomie autour du pain, notamment en Californie. On voit se développer des concepts comme Superba Food and Wine, Tartine Manufactory, qui imaginent comme ça toute une cuisine d'ingrédients très simples. On retrouve assez peu préparés, donc on retrouve cette idée de dégustation qui était si chère aux milléniaux, et donc qui sont aussi préparés toute la journée dans des décors très simples. En France, on a également un petit concept assez marrant que je vous invite à voir si vous avez le temps, si vous êtes soit parisien ou si vous avez le temps de passer un peu dans Paris, les bols de Jean. Hein, donc ce sont des petits plats cuisinés par un chef avec beaucoup de talent dans des pains creusés. Et donc c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Il y en a déjà 3 dans Paris. Alors je continue mon petit tour d'horizon car je vois que le temps passe. Donc après les choses marron, en fait évidemment ce qui marche bien c'est les choses vertes. Et donc le premier dans les choses vertes c'est le libre service, hein, le fameux fast casual à la prête à manger, hein, qui en effet met un accent tout particulier donc sur la santé, donc avec un affichage donc nutritionnel assez poussé en linéaire et des tas de recettes qui permettent à chacun donc de s'alimenter. Donc on trouve chez Prêt à manger des idées très intéressantes comme les sandwichs slim, les mini salades, les mini pots, etc. Et donc il y a vraiment à la fois sur les formats, les recettes, les formats qui sont proposés à la vente, un vrai effort et une vraie idée donc de positionnement santé. Donc on voit même le porridge, hein, donc sur lequel personne n'aurait probablement misé il y a 10 ans, mais qui finalement s'est installé de manière durable chez Prêt à manger. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, alors, évidemment, c'est un peu marketing, mais on voit que la santé, là, ici, dans ce cas présent, est suffisamment forte pour donner à ce supermarché, puisque quelque part, on est dans quelque chose qui est assez proche du convenience store, une couleur tout à fait mode et tout à fait performante et tout à fait appétissante pour les citadins. Dans les formats donc verts et santé, on a également évidemment donc des innovations intéressantes côté restauration rapide. Alors pour continuer sur Prêt à manger, puisqu'il faut reconnaître que c'est quand même une marque tout à fait impressionnante. Donc vous avez tous entendu parler bien évidemment de Veggie Prête. Hein, donc un premier magasin ouvert à côté d'Oxford Circus, suivi de 2 autres ouvertures à Londres. Et là apparemment il prévoit d'ouvrir à Manchester, donc en dehors de Londres. Donc chez Veggie Prête, vous l'aurez deviné, tout est végétarien. C'est assez logique en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça leur fait un super labo pour inventer des recettes. Parce que non seulement donc, il y a un développement en effet très limité des Veggie Prête, apparemment il n'y a pas du tout de vocation à en ouvrir des milliers, mais par contre, ça permet d'avoir un labo où on invente en permanence des recettes, hein, en puisant largement dans tous les répertoires culinaires du monde, pour imaginer donc de nouvelles créations qui après sont vendues dans tous les prêts à manger dans le monde. Hein. Donc on a vraiment à la fois donc une initiative qui coche des très bonnes cases en termes d'image, en termes de collaboration avec les clients et qui en plus permet de nourrir en profondeur la gamme de l'enseigne sur des mutations. Hein. Aujourd'hui, les sexy vegetables, c'est vraiment un axe primordial pour innover en restauration. Alors, toujours dans cette idée de santé, alors pas pour les nuls, mais santé pour tout le monde. Et la santé pour tout le monde, ce n'est pas une santé de ghetto, c'est une santé qui doit devenir tout à fait appétissante. On a évidemment le développement de tout ce qui est burger végétarien. Le burger végétarien qui se décline sur 2 écoles. On a d'un côté, en fait, les grandes chaînes de restauration, comme A&W au Canada récemment, ou White Castle, qui ont fait appel à une food tech californienne, enfin, qui est devenue aujourd'hui une très grosse entreprise, Impossible Burger,
Hein, donc Impossible Burger et Beyond Burger, deux entreprises qui ont réussi à inventer un pâtis végétal qui imite à la dégustation de façon très convaincante la viande, donc avec un jus de betterave qui imite le sang. Donc on a vraiment à la fois dans la croustillance voilà, et dans le rendu en bouche quelque chose qui est assez intéressant. Donc on a d'un côté, donc, comme je vous le disais, ces grosses chaînes qui font appel au food tech et qui sortent des burgers végétaux auxquels on se tromperait et qui sont très performants. Hein. AW, c'est la plus grosse chaîne de burgers canadiens. Et quand ils ont lancé leur burger Impossible Burger, ils ont été sold out très rapidement. Ils n'ont même pas pu aller au bout de l'opération, tellement le truc avait eu du succès. Donc ça vous montre quand même à quel point hein, le burger végétarien, qui ne paraît pas un produit totalement immédiat, peut remporter l'adhésion des foules. Une autre école sur le burger, ce sont des burgers plus gastronomiques, hein, qui se rapprochent plus du burger gourmet, où là, on est sur une échoppe qui est tout à fait plant-based et où on invente avec des tas d'ingrédients comme Superiority Burger, donc le meilleur burger végétarien de New York, où il y a 14 ingrédients pour reconstituer un pâtis qui est très satisfaisant et très nourrissant et très agréable en bouche. À Paris, Hank Burger, mais c'est un phénomène qu'on a dans toutes les villes aujourd'hui. Hein. Il y a Yellow Burger à Berlin. Donc ce sont des choses qui sont assez transverses. On a enfin donc sur cet aspect santé donc l'émergence de concepts très volontaristes. Donc je vous en ai donné deux. Le premier c'est POD, donc je parle souvent puisque c'est quand même un des concepts les plus on va dire militants que je connaisse. Il a été créé en 2005 par quelqu'un qui avait eu une crise cardiaque. Donc vous voyez ça commence quand même pas très bien comme histoire, mais il a fait l'analyse que la restauration rapide anglaise, et c'était probablement le cas à l'époque, avait assez peu de choses à lui offrir pour se nourrir correctement. Et donc, il a inventé POD, hein, qu'à cela ne tienne. On a un problème de santé, on invente une chaîne de restauration, mais pourquoi pas. Et donc, POD, comme vous le voyez, ne fait pas les choses à moitié. Hein. On a des choses très affirmées. Hein. Quand on va chez POD, on va manger des Energy POD, des Mineral POD, des salades super grains, des baguettes avec des pains enrichis en céréales, donc quelque chose de très pointu, mais qui néanmoins, malgré son aspect un peu ghetto, n'en finit pas de se développer. On est déjà à plus de 25 pods à Londres et il est copié par plusieurs autres enseignes. Hein. Donc on a, à mon avis, on n'est pas loin de 60-70 points de vente hein, qui prennent la santé très au sérieux à Londres. Alors moi, je dois reconnaître que quand j'ai vu ce truc-là, je pensais vraiment pas qu'en France, on l'aurait tout de suite. Mais en fait, je vous l'avoue, je me suis trompée. Ça arrive à tout le monde. Donc là, c'est un peu mon coming out. C'était un truc exceptionnel. En fait, et donc, il y a un concept à Paris qui se développe à la vitesse de l'éclair qui s'appelle Wild and the Moon. Donc, ils viennent d'ouvrir leur 12e point de vente, 12 points de vente à Paris quand même. Donc, le dernier, donc, place du marché Saint-Honoré, donc un emplacement qu'on appelle un peu numéro 1, donc il doit valoir un peu d'argent. Et chez Wild and the Moon, je vous incite à aller voir ce point de vente et à aller voir la carte. On a donc des cafés végétaux, des élixirs, des bols de toutes sortes. Et comme vous pouvez le voir, des lattés au charbon, hein, des choses quand même très pointues. Hein. On est dans une santé qui est toujours plaisante puisqu'on a des très beaux décors, voilà, un packaging très réussi, mais néanmoins quelque chose de très volontariste qu'on n'aurait pas forcément imaginé voir en France aussi rapidement. Donc on voit aujourd'hui que la santé, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument miser. Voilà, et juste pour finir très rapidement, donc cet phénomène santé touche évidemment les desserts, avec là encore plusieurs phénomènes. Le premier, donc, c'est la consacration des monomaniaques, hein, puisque comme évidemment avec toute cette santé, quand on craque, on ne va pas le faire tous les jours, donc quand on craque, on va les craquer chez le meilleur, et donc ça milite vers les temples, voilà, de la meringue, de l'éclair, du merveilleux de Fred, donc cette recette lilloise tout à fait spectaculaire. Et on a à côté de ça donc l'émergence aussi hein, de produits. Donc j'ai mis à l'eau top un des gros phénomènes donc sur la glace aux États-Unis qui permet d'avoir des pots de glace un peu comme on connaissait chez Ben & Jerry ou Häagen-Dazs avec vous voyez 240 calories seulement pour un pot de 500 ml. Je reconnais que ça fait un peu rêver. Ils ne sont pas encore en France, mais je crois que ça ne saurait tarder. Et en fait, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on a vraiment ce déchirement des clients, des consommateurs, entre ces envies donc, de santé. Et puis, de temps en temps, il ne faut pas l'oublier, quand on veut craquer, on y va. Et donc là, je vous ai mis l'exemple du bar à Magnum qui se balade partout dans le monde, qui est à Singapour en ce moment. Vous avez la possibilité de customiser votre Magnum avec des tas donc, de toppings, de sauces, etc. Et donc là, après, je pense qu'il faut aller au moins une semaine, voire un mois chez Well and the Moon pour compenser.
Voilà, et enfin, donc la beauté, voilà, aussi ce qui est intéressant, c'est que cette alimentation santé, en fait, elle ne se mange même plus, elle se photographie. Donc ça, c'est encore meilleur pour la santé, comme vous pouvez l'imaginer. Donc c'est le petit clin d'œil de fin.